1968. Pour beaucoup en France, cette année-là se limite à mai 68. Mais en réalité, 1968, c'est une série d'événements fondamentaux aux quatre coins du monde. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Tout d'abord, plantons le décor. En 1968, nous sommes à peu près 23 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Suite au dénouement de ce conflit dévastateur qui fit près de 80 millions de morts, le monde en général, notamment le monde occidental, a connu une hausse inhabituelle des naissances. On a appelé plus tard ce phénomène le baby boom, d'où le surnom de baby boomers pour la génération issue de cette période. En parallèle, l'Europe et l'Amérique du Nord connaissent un développement économique sans précédent, aidé par un bond dans l'innovation technologique, le développement de la consommation de masse et la standardisation de produits tels que la voiture ou encore la télévision. La télévision permet à la fois de partager les informations et d'avoir un aperçu sur la façon dont les autres peuples nous voient. Mais cette période est aussi celle de la guerre froide, avec la rivalité entre l'Ouest menée par les États-Unis et l'Est conduit par l'Union soviétique sur fond de graves crises, blocus de Berlin, guerre de Corée, crise de Suez, écrasement de l'insurrection en Hongrie, construction du mur de Berlin, crise des missiles de Cuba et surtout guerre du Vietnam. L'humanité vit en permanence sous la menace d'un holocauste nucléaire. Dans le même temps, malgré le formidable développement économique et l'émergence de la génération des baby boomers, les valeurs traditionnelles telles que l'autorité de l'État, la famille, la primauté du patriarcat demeurent. Mais malheureusement, les discriminations envers les minorités avec la ségrégation aux États-Unis ou l'apartheid en Afrique du Sud, les discriminations sexistes ou homophobes persistent. En ce qui concerne le bloc communiste et plus particulièrement l'Union soviétique, après la tentative de déstalinisation de Khrouchtchev, l'arrivée au pouvoir de Léonid Brejnev inaugure une longue période de stagnation, non seulement en URSS, mais aussi dans l'ensemble du bloc communiste. Au même moment, la Chine, prise dans le tourbillon de la révolution culturelle déclenchée par Mao Tse-tung lui-même, elle assume pleinement sa rupture avec l'URSS sans pour autant se rapprocher des États-Unis. C'est dans ce contexte qu'une partie de la génération des baby boomers ayant atteint l'âge adulte commence à remettre en cause l'ordre établi. Comme je l'ai déjà dit, le développement économique et technologique, l'impact de la télévision, la consommation de masse, la guerre du Vietnam, la menace nucléaire, plus globalement la guerre froide, mais aussi la pesanteur des traditions et des discriminations, tout cela joue un rôle dans l'émergence de ces mouvements sociaux. Mais ce n'est pas tout. La croissance économique permet à un plus grand nombre d'étudiants d'accéder à des universités prestigieuses, les campus devenant des lieux d'échange, de discussion, voire même de confrontation. Grâce à l'importance de la classe ouvrière, les syndicats jouent aussi un rôle important dans ces manifestations. À la fin des années 60, la plupart des étudiants européens ou américains sont politiquement clairement marqués à gauche. Mais cette nouvelle gauche, comme on l'appelle à l'époque, ne se soucie plus autant des questions économiques comme la lutte des classes, mais se focalise surtout sur les questions sociétales. Les manifestants entendent lutter en faveur des droits civiques, des droits des femmes, des droits des homosexuels, de l'avortement, voire même, dans certains cas, de la légalisation de certaines drogues. Dans le même temps, les critiques envers la société de consommation et les essais nucléaires sont à l'origine de l'apparition de mouvements écologistes qui défendent l'environnement. Les étudiants de 1968, marqués à gauche mais déçus par l'URSS, ont trouvé de nouvelles icônes en la personne de Che Guevara, mort en 1967, et de Mao Tse-tung. 1968, c'est aussi l'apogée de la contre-culture apparue au milieu des années 50 aux États-Unis et au Royaume-Uni et qui se caractérise sur le plan musical par l'apparition de nouveaux genres comme le rock ou la pop, incarnés par des groupes aussi célèbres que les Beatles, les Rolling Stones ou encore les Doors. Autre mouvement caractéristique de la contre-culture, les hippies et ses slogans comme Make Love Not War ou encore Peace and Love. Les hippies rejetaient la société de consommation, le mode de vie de leurs parents et plus généralement toutes les valeurs traditionnelles. Les universités ont donc été un lieu formidable pour que ces manifestations de masse puissent éclore. Et le premier pays en Europe à avoir connu ces événements n'est pas la France, mais l'Italie.
Dès le mois de février, l'université de Rome est occupée par les étudiants. Le 1er mars, la faculté d'art devient le théâtre d'affrontements sanglants entre manifestants et forces de l'ordre. C'est la bataille de Valle Giulia. Pendant 12 jours au mois de mars, l'université de Rome est fermée et occupée par des manifestants anti-guerre. La faculté devient aussi un théâtre d'affrontements entre militants d'extrême gauche tendance communiste et militants d'extrême droite tendance néofasciste. Pour de nombreux historiens, les événements liés à la bataille de Valle Giulia du 1er mars 1968 marquent le début de la période du Mérenpan qui se poursuivra jusqu'à la fin des années 70, période des années de plomb en Italie. En Allemagne de l'Ouest, les mouvements étudiants entendaient lutter pour un accueil plus juste dans les universités, contre la guerre du Vietnam, en faveur du tiers-monde, pour plus de démocratie et plus de justice dans le monde, ainsi que pour la reconnaissance officielle de l'Allemagne de l'Est, la RDA, par la RFA. Les manifestants voulaient aussi lutter contre la mise en place de l'état d'urgence et souhaitaient également que l'Allemagne tourne définitivement la page de son passé nazi, car plusieurs officiels du gouvernement étaient connus pour leur passé trouble durant la période du national-socialisme. Par ailleurs, le 11 avril 1968, le sociologue marxiste Rudi Dutschke est victime d'une tentative d'assassinat, ce qui provoque une vague d'indignation dans toute la RFA. Le 3 mai 1968, en Suède, des manifestants protestent contre la participation d'athlètes d'Afrique du Sud et de Rhodésie, actuel Zimbabwe et pays pratiquant l'apartheid, à un tournoi de tennis. À la fin du mois de mai, deux mouvements étudiants concurrents se font face à l'université de Stockholm. D'un côté, des étudiants de gauche, inspirés par le mouvement de mai 68 en France, occupent l'université. En réaction, des étudiants de droite, qui se surnommaient eux-mêmes étudiants bourgeois, se mobilisèrent. Parmi eux se trouvait le futur Premier ministre suédois Carl Bildt. En Espagne, toujours sous la coupe de la dictature du général Franco, les manifestants dénoncent la répression par la police des manifestations demandant plus de démocratie, plus de liberté, plus de droits pour les syndicats et les travailleurs. Ils réclament également un système éducatif et universitaire accessible à tous. Pendant une bonne partie du printemps 1968, l'université de Madrid est fermée et occupée par les étudiants avant d'être finalement délogée par la police. En octobre 1968, ont lieu les premières manifestations en faveur des droits civiques en Irlande du Nord. Les manifestants dénoncent les discriminations dont sont victimes les catholiques en matière de droit de vote, de logement ou encore d'emploi. Mais ces manifestations sont toutes durement réprimées par la police. Ces événements marquent aussi le début du conflit nord-irlandais qui durera 30 ans jusqu'à la signature d'un accord de paix historique en 1998. En 1968, les États-Unis, alors dirigés par le démocrate Lyndon Johnson, sont en pleine ébullition. Le pays est alors enlisé dans la guerre du Vietnam et avec la conscription militaire obligatoire, des milliers de jeunes Américains sont obligés d'aller combattre au nom de la liberté contre la menace communiste. Certains Américains parviennent à éviter cette conscription militaire, dont 3 futurs présidents américains quand même, Bill Clinton, George W. Bush et Donald Trump. À la fin des années 60, ce sont plus de 500 000 troupes américaines qui sont stationnées au Sud-Vietnam en guerre contre le Nord-Vietnam communiste et les forces armées rebelles du Viet Cong. Le 30 janvier 1968 débute une vaste opération militaire conjointe du Nord-Vietnam et du Viet Cong. On appellera cette offensive l'offensive du Tet. Bien qu'elle s'achève par la victoire des Sud-Vietnamiens et des Américains, l'offensive du Tet est la preuve que l'armée américaine n'est pas invincible, ce qui constitue un véritable choc psychologique pour les Américains et rend la tentation de se retirer du Vietnam de plus en plus populaire au sein de l'opinion. Durant les années 60, les États-Unis ont connu des progrès spectaculaires en matière de lutte contre la discrimination des Afro-Américains. Avec l'adoption du Civil Rights Act en 1964, puis l'année suivante du Voting Rights Act, les Noirs américains disposent désormais, du moins en principe, des mêmes droits que les Blancs. Mais dans les faits, la ségrégation persiste. Les manifestations pacifistes prônées par le pasteur Martin Luther King, icône et leader de la lutte en faveur des droits civiques, sont de plus en plus remises en cause avec la montée en puissance de mouvements radicaux comme Black Panther ou Black Power. Surtout, le 4 avril 1968, Martin Luther King est assassiné à Memphis, dans le Tennessee, par un blanc pro-ségrégation.
La mort de Martin Luther King fut l'élément déclencheur des plus grandes émeutes sociales que les États-Unis ont connues depuis la guerre de sécession. Ces manifestations eurent lieu dans des villes comme Washington, Baltimore, Chicago, Kansas City, Détroit, New York, entraînèrent l'intervention de l'armée, firent plus de 45 morts, plus de 2500 blessés et entraînèrent l'arrestation d'environ 15 000 personnes. 1968 aux États-Unis, c'est aussi une année d'élection présidentielle marquée par la violence. Le Parti démocrate, au pouvoir depuis l'élection de John Fitzgerald Kennedy en 1960, fut profondément divisé à cause de la guerre du Vietnam, mais aussi à cause des lois en faveur des droits civiques. Le président sortant, Lyndon Johnson, au pouvoir depuis l'assassinat de Kennedy en 1963, dut renoncer à se présenter aux primaires démocrates de 1968 à cause de son impopularité due à la guerre du Vietnam. Les principaux candidats à la primaire démocrate furent Eugene McCarthy, opposant de longue date à la guerre du Vietnam, Robert Kennedy, frère du président Kennedy, et Hubert Humphrey, vice-président américain et finalement vainqueur de cette primaire. Robert Kennedy fut lui aussi assassiné suite à sa victoire aux primaires de Californie au mois de juin. L'autre division au sein du Parti démocrate concernait les droits civiques. En effet, historiquement, les Blancs des États du Sud ségrégationnistes votaient surtout pour les candidats démocrates, notamment Franklin Roosevelt dans les années 30. George Wallace, ancien démocrate partisan de la ségrégation entre blancs et noirs, se présenta comme candidat indépendant à la présidentielle de novembre 1968. Il remporta suffisamment de voix pour arriver en tête dans plusieurs États du Sud ségrégationnistes. Mais finalement, c'est le candidat républicain Richard Nixon, ancien vice-président sous Eisenhower et candidat malheureux face à Kennedy en 1960, qui fut élu président des États-Unis le 5 novembre 1968. Face aux manifestations qui secouent l'Amérique, Nixon s'est présenté comme le candidat de la loi et de l'ordre, comme le porte-parole de la majorité silencieuse, c'est-à-dire en quelque sorte de la classe moyenne blanche. D'une certaine manière, il a également profité du déclin des démocrates dans les États du Sud pour étendre l'influence des républicains. C'est la stratégie du Sud, ou Southern Strategy en anglais. Mais le monde occidental n'est pas le seul à connaître ces soubresauts. Dans le bloc communiste également, s'opèrent d'importants changements, en particulier dans un pays, la Tchécoslovaquie. Ce vent de liberté, on l'appellera plus tard le printemps de Prague. Le 5 janvier 1968, Alexander Dubček est élu premier secrétaire du Parti communiste de Tchécoslovaquie. Désireux de mettre en place ce qu'il appelle le socialisme à visage humain, Dubček initie une série de réformes qui permettent une relative libéralisation du régime. Au cours de l'année 1968, Dubček initie une série de réformes permettant la décentralisation de l'économie ainsi qu'une démocratisation progressive de la Tchécoslovaquie. Certaines restrictions concernant la liberté d'expression, la liberté de la presse et même la liberté de voyager à l'étranger sont levées. Cette même année, la Tchécoslovaquie devint une fédération de deux républiques, d'un côté la Tchéquie et de l'autre la Slovaquie. Mais ces changements initiés par Dubček étaient fort mal accueillis dans le reste du bloc de l'Est, en particulier évidemment en Union soviétique. Moscou craignait en effet que ce printemps de Prague provoque un affaiblissement du bloc communiste, voire pire, un rapprochement de la Tchécoslovaquie avec l'Ouest. C'est ainsi que dans la nuit du 20 au 21 août 1968, les chars de l'armée soviétique ainsi que ceux d'autres pays du pacte de Varsovie entrèrent dans le territoire tchécoslovaque, écrasèrent l'insurrection à Prague, mirent fin au printemps de Prague, provoquèrent la mort d'environ 137 civils, 500 d'entre eux furent blessés, 5 soldats se suicidèrent et des dizaines de milliers de Tchécoslovaques fuyirent leur pays pour se réfugier à l'ouest. Avec la fin du printemps de Prague, les soviétiques lancèrent ce qu'ils appelaient la normalisation, c'est-à-dire le retour à un régime autoritaire et répressif en Tchécoslovaquie. Seule la réforme transformant la Tchécoslovaquie en une fédération de deux républiques fut maintenue et le 17 avril 1969, Dubček fut remplacé par Gustav Husak, un dur à la solde de l'URSS. Pendant la guerre froide, on divisait généralement le monde en trois parties. Le monde capitaliste, le monde communiste et un troisième monde beaucoup plus vaste mais également beaucoup plus pauvre, le tiers-monde. En 1968, plusieurs pays de ce bloc hétérogène connurent des soulèvements importants, en particulier le Mexique. Du 12 au 27 octobre 1968, la ville de Mexico organisait les 19e Jeux Olympiques d'été. C'était la première fois qu'un pays du tiers-monde accueillait la plus grande compétition sportive au monde.
Depuis 1929, le Mexique est dirigé par le PRI, le Parti révolutionnaire institutionnel, de plus en plus autoritaire. En parallèle des bonnes performances de l'économie mexicaine, le pouvoir politique, lui, se fige, ce qui provoque le mécontentement croissant des étudiants mexicains. Le 2 octobre 1968, soit 10 jours avant l'ouverture des Jeux, plusieurs étudiants manifestent sur la place des Trois Cultures à Tlatelolco, au centre de Mexico. Ces manifestations seront durement réprimées par l'armée et la police mexicaine. Si le gouvernement déclarera qu'il y a eu officiellement 20 morts, malgré tout, le CIO, le Comité international olympique, refuse d'annuler l'organisation de ces Jeux olympiques, les premiers dans un pays du tiers-monde. Le 16 octobre, les athlètes américains Tommie Smith et John Carlos, arrivés respectivement 1er et 3e aux 200 mètres en athlétisme, protestent contre la ségrégation raciale dans leur pays en baissant la tête et en pointant lors de l'hymne américain leurs poings gantés de noir vers le ciel. Ce geste, vu comme un soutien des athlètes au mouvement des Black Panthers et du Black Power, scandalise le président du CIO, l'américain Avery Brundage. Sous la pression du CIO, le comité olympique des États-Unis renvoie les deux athlètes chez eux et les exclut à vie des Jeux olympiques. Quelque temps plus tard, John Carlos déclarera « Après ma victoire, l'Amérique blanche dira que je suis américain. Mais si je n'avais pas été bon, elle m'aurait traité de noir. » Toujours lors des Jeux de Mexico, 3 athlètes américains, arrivés en tête lors du 400 mètres en athlétisme, montèrent sur le podium en portant un béret noir en référence à celui des Black Panthers pour dénoncer eux aussi le racisme aux États-Unis. Pourtant, ils ne seront pas exclus par le comité olympique américain. Dans d'autres pays également, d'autres manifestations eurent lieu à la même époque. Le 25 août 1968, 8 citoyens soviétiques ont osé défier les autorités de leur propre pays en manifestant sur la place rouge à Moscou contre l'invasion de la Tchécoslovaquie par les chars du pacte de Varsovie. Ces manifestations ne durèrent pas plus de 5 minutes, les protestataires étant arrêtés et battus par la police soviétique. Nombre d'entre eux ont été condamnés à plusieurs années d'emprisonnement. Au Brésil, le 28 mars 1968, un adolescent est tué par la police militaire dans un restaurant à Rio de Janeiro. S'ensuit les premières importantes manifestations auxquelles le régime militaire au pouvoir à Brasilia depuis 1964 doit faire face. Redoutant l'activisme des manifestants, la dictature militaire brésilienne alla jusqu'à perturber les funérailles du jeune adolescent abattu par la police. Le 4 avril, suite à une messe organisée en l'hommage du jeune adolescent, plusieurs personnes quittant l'église sont attaquées par la cavalerie de la police militaire. Plusieurs dizaines de personnes seront blessées. Par la suite, la junte militaire brésilienne signera une série de décrets limitant les plus élémentaires des droits de l'homme. En mai 1968, débutent les plus importantes manifestations étudiantes de l'histoire du Japon. Les étudiants japonais occupent les facultés, protestent contre l'augmentation des frais d'inscription aux universités, contre la guerre du Vietnam, contre la présence militaire américaine, sur fond de rivalité et de tensions entre militants d'extrême gauche, admirateurs de Mao Tse-tung et militants d'extrême droite, dont certains sont liés à des hauts membres du Parlement, voire du gouvernement japonais. Quand on réfléchit, on se rend compte que la génération des baby-boomers, gâtée par la génération précédente qui a connu les souffrances liées à la Grande Dépression et à la Seconde Guerre mondiale, gâtée comme elle fut, elle s'est révoltée contre ce système qui lui a permis pourtant de s'épanouir. Cette remise en cause des valeurs traditionnelles, de l'autorité de l'État, l'avènement de l'individualisme ont eu à la fois des conséquences négatives, mais aussi positives. Ces événements ont eu notamment pour conséquence la prise de conscience de la nécessité de sauvegarder notre environnement, de lutter contre les discriminations, d'œuvrer en faveur d'une société plus juste, etc., etc. Le monde entier a été chahuté, mais un pays le fut particulièrement, la France. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo et retrouvez-moi sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis!